Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! La Médicale, un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans leurs besoins professionnels et privés. La Médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur 3 en France. Rassurant, non ? Des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast. Le PLFSS, c'est un peu notre marronnier d'automne. Chaque année, à la même période, le gouvernement présente son projet de loi de finances de la sécurité sociale. Alors, que faut-il comprendre pour ce PLFSS 2026 ? Pourquoi la FFMKR tire la sonnette d'alarme ? Et surtout, que peut-on faire concrètement, nous les kinés, pour peser un peu dans les débats ? Eh bien, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Dael, délégué général de la FFMKR. Bonjour Vincent. Bonjour Céline. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Alors Vincent, on a déjà évoqué le PLFSS l'année dernière, mais pour les kinés qui découvrent un peu ce sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit en introduction, c'est quelque chose qui revient tous les ans. C'est un texte en fait financier qui est un petit peu l'équivalent du PLF, le projet de loi de finances, mais pour la sécurité sociale. Donc le PLFSS, donc pour décortiquer un peu, c'est projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est un texte qui est présenté tous les ans depuis 1996. Donc il a été créé au milieu des années 90 par une réforme de la Constitution. En fait, avant 1996, dans la Constitution, c'était marqué que la loi ne prévoyait des règles que concernant les grands principes, les principes fondamentaux de la sécurité sociale. Donc tout ce qui était financier, c'est-à-dire fixer les recettes et les dépenses de la Sécu, que ce soit l'assurance maladie, les retraites, etc., c'était le gouvernement qui s'en occupait. Et en fait, en 1996, Alain Juppé, qui était Premier ministre, a décidé de permettre au Parlement de débattre tous les ans des finances de la sécurité sociale. Et donc, depuis 1996, on a ces lois de financement de la sécurité sociale qui ont comme principal objectif de déterminer les grandes orientations financières de la Sécu, c'est-à-dire combien la Sécu va dépenser l'année prochaine, combien elle va avoir de recettes. Et en plus, dans le PLFSS, on a tous les ans plusieurs dizaines d'articles qui portent des mesures qui visent à diminuer, augmenter les recettes, diminuer, augmenter les dépenses sur certains champs financiers de la Sécu. Donc c'est vraiment un texte extrêmement important, puisqu'en termes d'impact financier, ça représente plus de 600 milliards d'euros par an. Le budget de l'ensemble des ministères, par exemple, dans le budget de l'État, c'est un peu plus de 300 milliards d'euros. Donc on voit que c'est quand même conséquent, c'est-à-dire que tout ce qu'on dépense en matière de santé, en matière de retraite, c'est plus que l'ensemble des écoles, des lycées, du budget de l'armée, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très conséquent. Et à partir des lois de financement de la sécurité sociale et de tous les indicateurs qu'il y a dedans, on détermine en fait combien toucheront les hôpitaux. Ça détermine aussi tout le cadre de négociation des professionnels libéraux avec l'assurance maladie. Donc c'est vraiment un texte extrêmement important. Alors, qui participe à tous ces débats ? Alors, donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale, comme son nom l'indique, c'est un projet de loi. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une proposition de loi. La différence, c'est que les projets de loi, ils sont élaborés par le gouvernement et les propositions de loi par les parlementaires. Le projet de loi de financement de la Sécu, c'est forcément un projet de loi donc élaboré par le gouvernement. Donc il commence son élaboration, on va dire, au début du printemps. C'est quand même des textes financiers compliqués à élaborer. Il y a beaucoup d'indicateurs à intégrer, beaucoup de mesures à travailler. Et il le dépose au Parlement, normalement le premier mardi d'octobre. Donc là, c'est très récent. Et ensuite, c'est un texte qui est discuté d'abord à l'Assemblée, puis au Sénat, puis il revient à l'Assemblée, puis il retourne au Sénat. Donc c'est les parlementaires qui vraiment discutent ce projet de loi de financement de la sécurité sociale à partir du texte déposé par le gouvernement. Et on voit qu'en ce moment, c'est vraiment compliqué, parce qu'il n'y a pas de majorité
clair à l'Assemblée. On a eu beaucoup de gouvernements qui se sont succédés. Le gouvernement Barnier, il est tombé sur le déclenchement de sa responsabilité sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Beaucoup de réformes qui sont importantes et souvent un peu conflictuelles, comme les retraites, ça passe par ce texte-là. Donc normalement, la suspension de la réforme des retraites devrait être intégrée à ce projet de loi de financement de la sécurité sociale dans les prochains jours. Donc voilà, c'est vraiment un texte très important au niveau de son impact financier. Et en ce moment, c'est assez compliqué d'y voir clair, puisqu'il y a la copie du gouvernement, mais le gouvernement n'a pas une majorité claire à l'Assemblée, donc les parlementaires veulent décortiquer, on va dire, apporter leurs mesures, en changer d'autres. Donc c'est dans un cadre assez instable. Assez, depuis quelque temps. Tout à fait. Alors, parlons maintenant du contenu du PLFSS 2026. Quelles sont ces grandes orientations ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les dépenses de sécurité sociale, elles augmentent de façon extrêmement importante depuis des années, de façon continue. Par exemple, les dépenses d'assurance maladie, elles ont quasiment doublé en une vingtaine d'années. Donc c'est vraiment important et ça pose forcément des questions, puisqu'il y a encore 20 ans, on se disait qu'on avait le meilleur système de santé au monde alors qu'on dépensait 2 fois moins. Maintenant, on dépense 2 fois plus et tout le monde considère que notre système, il est vraiment à bout de souffle. Donc c'est assez compliqué. Mais en gros, les grandes orientations, c'est les dépenses qui continuent d'augmenter. On a des chiffres qui sont disponibles sur le site de l'FMKR, on y reviendra peut-être. Mais par exemple, les dépenses de la branche maladie, ça représente en 2026, ça devrait représenter, selon les projections du gouvernement, en 2026, 267 milliards d'euros. C'était 262 en 2025. Donc, par exemple, l'augmentation de la branche maladie, c'est 5 milliards d'euros. Ça représente beaucoup d'argent et en même temps, par rapport aux besoins de la population, c'est aussi considéré comme insuffisant. Donc, on voit bien qu'il y a une très forte augmentation des dépenses, qui est logique, parce que la population vieillit, parce qu'elle a besoin de davantage de soins, parce qu'il y a de plus en plus de maladies chroniques, donc c'est logique. Pareil pour les retraites, il y a un sujet démographique évident qui fait que les dépenses de retraite augmentent. Et donc le gouvernement, il cherche à réduire au maximum la voilure. Donc c'est-à-dire que il cherche à limiter l'augmentation. On considère que de façon naturelle, si on ne fait rien, si on ne régule pas les dépenses de santé, si on les laisse continuer à grandir naturellement, les dépenses de santé, elles augmentent de environ 4% par an de façon naturelle, parce que les gens vont être plus hospitalisés, parce que la population vieillit, parce qu'ils vont continuer à tomber malades, parce qu'il y a des nouveaux médicaments qui coûtent cher et qui arrivent, parce que pour tout un tas de raisons, les dépenses de santé, naturellement, elles augmentent. Et donc, en fait, ce que cherche à faire le gouvernement, c'est freiner cette augmentation. Et c'est tout l'objectif de l'objectif, justement, national de dépenses d'assurance maladie, on pourrait y revenir, c'est de freiner cette dépense. C'est-à-dire, la dépense naturelle des dépenses, la progression naturelle des dépenses, c'est environ 4%. Et le gouvernement, généralement, il cherche à réduire la voilure en disant, on va tâcher de limiter cette augmentation à 3% environ, ce qui représente quand même des milliards d'euros d'économie. Et là, cette année, ce qui est assez intense, c'est que le gouvernement, il veut limiter la croissance des dépenses d'assurance maladie à 1,6%. Et c'est un effort qui est jamais vu. C'est-à-dire qu'il faut faire des milliards et des milliards d'euros d'économies pour réussir à tenir cet objectif. Donc concrètement, selon le gouvernement, pour réussir à tenir cet objectif de dépenses d'assurance maladie de 1,6% en 2026, il faudrait faire 7 milliards d'euros d'économies, ce qui est vraiment conséquent. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on tente de porter la voix des kinés, qui est vraiment un contexte très difficile, mais on est vraiment face à un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui cherche à tout prix à réduire la croissance des dépenses, et là d'une façon quand même vraiment brutale, pas vraiment concertée et assez violente, et sur tous les champs de la santé, les hôpitaux, les médicaments et bien sûr les soins de ville, dont les kinés. Donc on est sur les mêmes tendances de la loi de finances de l'année précédente, mais de façon encore plus marquée. Oui, vraiment de façon plus marquée, parce qu'effectivement, l'année précédente, l'ONDAM, donc l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie, il était prévu, son augmentation était prévue à 3,4 ou 3,5%, si je ne dis pas de bêtises. Là, avec un ONDAM prévu à 1,6%, l'effort, il est
2 fois supérieur à celui de l'année dernière. C'est-à-dire qu'il va falloir faire encore plus d'économies que ce qui était prévu l'année dernière, en sachant que c'était déjà beaucoup d'économies l'année dernière. C'était un effort intense qui était demandé et qui d'ailleurs a été très dur à tenir, ce qui fait que l'objectif de dépense, il n'a pas été respecté par les pouvoirs publics. Donc l'Ondam en cours d'année a été dépassé. Donc il y a eu un comité d'alerte et donc notamment dans les conséquences de ce comité d'alerte, on a eu la suspension des revalorisations des kinés. Et donc, suite à ce nouveau PLFSS, la FFMKR a donc tiré la sonnette d'alarme. Et comme cette année, en 2025, elle remettrait en cause, bien évidemment, les revalorisations qui sont prévues courant 2026. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif de dépenses d'assurance maladie, c'est un indicateur. C'est pas parce qu'il est dépassé que les gens ne sont plus remboursés de leurs soins, que les gens ne peuvent plus aller à l'hôpital. C'est pas comme les finances de l'État où on peut avoir éventuellement ce que les Américains appellent un shutdown si jamais le budget n'est pas voté, avec les salaires des fonctionnaires qui ne sont pas payés, etc. Là, c'est différent. Les dépenses de sécu, elles continuent même s'il n'y a pas d'objectif de dépenses d'assurance maladie. Et l'objectif de dépenses d'assurance maladie, c'est un indicateur que les pouvoirs publics essaient de respecter. Et une des manières de faire respecter cet indicateur, c'est si jamais il est dépassé, c'est-à-dire si on dépense plus pour l'assurance maladie que ce qu'on avait prévu, les revalorisations des professionnels de santé libéraux qui étaient prévues pour l'année en cours sont suspendues. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, on vient de le dire, mais l'année dernière, ça s'est produit avec un objectif de dépenses d'assurance maladie qui était en croissance prévu de 3,5%. Et là, l'objectif de dépenses qui est prévu, c'est une croissance de 1,6%. Alors peut-être qu'au cours de la discussion parlementaire, il va être revu à la hausse, peut-être qu'il va atteindre 2%, peut-être, mais dans tous les cas, ça restera très inférieur aux besoins de la population, à l'évolution, ce qu'on appelle l'évolution tendancielle des dépenses de santé. Et le gros risque par rapport à ça, c'est que le gouvernement fixe un objectif de réduction des dépenses qui soit un objectif trop élevé, quasiment inatteignable, et qu'on s'aperçoive en cours d'année qu'en fait, on n'arrive pas à atteindre cet objectif parce que les gens continuent de consommer des soins, forcément, parce que les mesures de régulation qui ont été prévues ne sont pas assez fortes. Et donc, le risque, c'est qu'en 2026, le comité d'alerte sur les dépenses d'assurance maladie dise en cours d'année, vous aviez prévu un objectif de dépenses d'assurance maladie à 1,6%. On voit bien sur les premiers mois de l'année 2026 que vous n'arriverez pas à tenir cet objectif. Donc, on tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Donc, conséquence de ce comité d'alerte, à nouveau, suspension des revalorisations. C'est vraiment le risque numéro 1 de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est le risque de nouvelles suspensions des revalorisations. Et en ce qui concerne nos revalorisations qui étaient prévues au 1er juillet 2025, est-ce qu'elles seront bien appliquées au 1er janvier 2026 ? Oui, alors ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est vraiment prévu par la loi, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment écrit comme ça dans le Code de la sécurité sociale. Quand les revalorisations en cours d'année sont suspendues, parce que comité d'alerte, parce que dépassement de l'objectif, etc., elles sont décalées jusqu'au 1er janvier de l'année prochaine. Ça, c'est écrit dans la loi, donc il faudrait vraiment modifier la loi expressément pour prévoir une autre date que le 1er janvier. C'est pas du tout prévu, c'est pas dans le projet de loi de financement de la Sécu, aucun gouvernement ne veut faire ça, et aucun parlementaire non plus, bien sûr. Donc il n'y a pas de sujet sur les revalorisations, elles sont bien prévues pour le 1er janvier 2026. Ça, il y a pas de sujet. L'inquiétude, elle porte pas sur les revalorisations de 2025. Et c'est déjà assez dramatique qu'elles aient été décalées de 6 mois pour les kinés, mais l'inquiétude porte maintenant sur les revalorisations de 2026. Au-delà de l'Ondam à 1,6%, comme tu nous l'as expliqué, est-ce qu'il y a d'autres mesures dans ce PLFSS qui vont toucher les kinés ? Oui, il y en a quelques-unes. Il y en a des potentiellement négatives et des potentiellement positives. Alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, peut-être que le texte aura évolué d'ici quelques semaines parce qu'avec la composition du Parlement et tous les amendements qui sont déposés et la discussion budgétaire, ça peut évoluer. Mais oui, il y a plusieurs mesures. S'il faut citer peut-être pour commencer une mesure plutôt positive, c'est que les kinésithérapeutes libéraux qui interviennent en SMR
pourront continuer de facturer directement à l'assurance maladie les soins qu'ils effectuent dans les établissements SMR l'année prochaine, alors que normalement ça devait s'arrêter en février ou en mars 2026. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Ça ne règle pas tous les soucis que peuvent rencontrer les kinés dans les établissements SMR, mais au moins ça évite qu'il y ait ce couperet qui tombe en 2026. Donc ça, c'est plutôt une mesure positive. Sur le champ des mesures négatives, il y a quand même un certain nombre d'articles qui nous posent question, et pas que à nous, à tous les professionnels de santé libéraux. Notamment un article qui prévoit que le gouvernement fixe lui-même la contribution sur les revenus non conventionnés. Donc, tous les revenus qui sont non conventionnés, c'est-à-dire ceux qui sont hors nomenclature, mais aussi les revenus qui sont tirés de revenus issus des contributions des collaborateurs pour l'utilisation du cabinet, etc. Tous ces revenus-là, ils sont soumis à une contribution supplémentaire de 3,25% qui est affectée à la sécurité sociale. Et en fait, le gouvernement, et donc ce taux de 3,25%, il est fixé dans la loi, et le gouvernement veut le fixer lui-même, avec comme objectif de l'augmenter, parce qu'en fait, le gouvernement veut taxer les dépassements d'honoraires des médecins. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été rendus récemment sur les dépassements d'honoraires des médecins, et le gouvernement veut taxer les dépassements d'honoraires des médecins pour les inciter à faire davantage d'actes conventionnés et pour aussi récupérer de l'argent. Le problème, c'est que ça a un effet de bord sur des professions comme nous, puisque on fait quand même assez peu de dépassements d'honoraires. En revanche, on a des revenus qui sont issus de rétrocessions de collaborateurs, qui, eux, sont taxés par cette contribution. Donc, si jamais demain, le gouvernement passe cette contribution à 5 ou 6%, on va être aussi impacté que les médecins, alors que c'est quand même pas la même situation. Donc ça, c'est une mesure que l'on combat, et d'autres syndicats aussi. Donc, il y a eu pas mal d'amendements déposés là-dessus. Donc, on va voir la suite. Une autre mesure, c'est donc le PLFSS prévoit aussi de permettre à l'assurance maladie de sanctionner les professionnels de santé libéraux qui n'utilisent pas le dossier médical partagé de leurs patients, c'est-à-dire ceux qui n'intègrent pas leur bilan dans le DMP, ceux qui ne renseignent pas les informations qu'ils sont censés y renseigner. Il prévoit les mêmes sanctions pour les hôpitaux, bien sûr. Donc, ce n'est pas une question de rupture d'égalité, c'est simplement une mesure que l'on combat aussi. Parce que même si le DMP, c'est très important, on se rend bien compte que dans nos logiciels métiers, on a un souci. Alimenter le DMP, c'est très loin d'être évident, c'est loin d'être facile. La communication de la part de l'assurance maladie n'est pas forcément claire là-dessus. Donc, l'idée, c'est qu'on réussisse à supprimer cette mesure pour plutôt valoriser le fait d'alimenter le DMP, se donner du temps pour que les professionnels puissent vraiment le faire facilement. Donc, voilà, il y a ce type de mesure qui est prévu dans le texte. Alors, quelles sont les demandes prioritaires de la FFM-CAR concernant ce contexte du PLFSS ? Notre demande numéro 1, c'est vraiment de sécuriser les revalorisations qui sont prévues en 2026. Donc, et pour ça, on a une demande qui est très claire vis-à-vis du gouvernement et de la nouvelle ministre de la Santé. C'est, premièrement, il faut que le calendrier des revalorisations il soit revu. Enfin, il faut que le calendrier des revalorisations soit revu, c'est-à-dire il faut que les revalorisations qui sont prévues en 2026, elles arrivent plutôt en début d'année 2026, ce qui aurait deux effets positifs. Premièrement, ça sécurise les revalorisations, puisque le comité d'alerte, il se réunit pour la première fois en avril et pour la deuxième fois en juin. Donc, si on réussit à déclencher les revalorisations 2026, on va dire en janvier, en février ou en mars, ça veut dire qu'on les protège d'une future potentielle suspension, alors que si elle reste en juillet et septembre, c'est un peu plus incertain. Et deuxièmement, ça permettrait de récupérer un peu de l'argent perdu par la suspension des revalorisations de 2025. Forcément, les kinés auront mis 6 mois de plus à toucher des revalorisations. L'idée, c'est de revoir le calendrier de celle de 2026 pour compenser un peu le fait que ces revalorisations de 2025 est tardé à venir. Donc ça, c'est vraiment notre revendication numéro 1, avec bien sûr les autres sur d'autres sujets qu'on vient d'évoquer et qui sont peut-être un peu plus techniques, mais même s'il y a vraiment un impact fort pour les kinés sur le terrain. Mais en tout cas, notre valorisation principale, c'est ça. C'est, selon nous, l'objectif de dépenses d'assurance maladie qui est fixé, il est vraiment extrêmement bas. Il ne correspond pas aux besoins de la population. Il va être très difficile, voire impossible à tenir par les pouvoirs publics. Donc, si on ne fait rien sur ce calendrier, ça va vraiment être très risqué pour nos revalorisations de 2026.
Donc, quels sont un peu les leviers justement pour agir sur ce calendrier? Vous avez des rendez-vous donc auprès du ministère. Ça ne doit pas être très évident quand même avec les changements d'équipe. Non, c'est pas évident du tout. Et en plus, ce qu'on n'a pas dit en introduction, c'est que donc, les parlementaires, ils examinent le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, ils peuvent modifier le texte, ils peuvent l'amender, donc déposer des amendements. Mais il y a plusieurs limites à ça. Premièrement, les amendements, ils ne peuvent porter que sur les dépenses de sécurité sociale. Enfin, les modifications que les parlementaires proposent doivent avoir un impact sur les dépenses de sécurité sociale. Première limite, on ne peut pas déposer d'amendements hors sujet qui ne concernent pas les dépenses d'assurance maladie. On en propose quand même sur l'accès direct, sur la prescription d'activité physique adaptée, mais on sait que le risque est fort qu'il soit rejeté. Et la deuxième limite, c'est que les parlementaires ne peuvent pas augmenter la dépense publique. Donc, c'est-à-dire qu'un amendement qu'un parlementaire dépose en disant les revalorisations des kinés sont prévues au 1er janvier et plus au 1er juillet, c'est un amendement qui est forcément irrecevable parce qu'il crée des dépenses publiques supplémentaires et les parlementaires n'ont pas le droit de le faire, c'est dans la Constitution. Donc, c'est un lobbying qui est un peu compliqué, parce qu'il faut réussir à proposer aux parlementaires des amendements qui ont un impact sur les dépenses de sécurité sociale, mais qui ne les augmentent pas. Donc on voit un peu la limite de l'exercice. Donc notre action, elle est vraiment principalement dirigée en ce moment vers le gouvernement, et on essaie vraiment d'obtenir un geste fort du gouvernement envers la profession, parce qu'il n'y a que le gouvernement en fait, qui peut prévoir un raccourcissement du calendrier des revalorisations, puisque c'est des dépenses supplémentaires. Il n'y a que le gouvernement qui peut faire ça, pas les parlementaires. Alors en plus de la mobilisation de la Fédé, comment les kinés justement peuvent se mobiliser et essayer de participer un peu à ce débat? Alors on a mis en place sur le site internet de la FMKR, si vous allez sur le site internet, normalement vous le verrez en bandeau, sinon vous allez dans l'onglet Nos actions, campagne, et ensuite il y a un onglet PLFSS. On a mis en place une page web dédiée au PLFSS. Dessus, il y a beaucoup de ressources. Il y a une explication concrète du texte et de son impact pour les kinésithérapeutes. Il y a un dossier complet d'analyse du texte, article par article. Il y a d'autres fiches un peu techniques. J'ai tout en imprimé ici, mais il y a une fiche qui permet de comprendre le PLFSS, un petit peu son histoire, comment il est structuré. Il y a une fiche qui explique techniquement comment s'est passée la suspension des revalorisations des kinés et en quoi c'est injuste. Il y a une autre fiche sur l'évolution des dépenses de kinésithérapie. Donc il y a tout ça sur le site internet de la FMKR, et il y a en plus nos propositions d'amendements qu'on a envoyées aux parlementaires. Il y en a pour l'instant 10, il va sans doute y en avoir un petit peu plus parce qu'on va en rajouter d'autres dans les prochains jours. Mais donc en fait, les kinés, en allant sur le site de la FMKR, ils peuvent avoir accès à nos ressources qui permettent de comprendre le texte, son impact sur la profession, et ils peuvent aussi, grâce à cette page web, interpeller leurs parlementaires. D'une façon très simple, sur notre page, on a aussi mis en téléchargement un mail type qui est destiné aux parlementaires. Les kinés peuvent copier ce mail type et l'envoyer aux députés ou aux sénateurs de leur département en mettant en pièce jointe idéalement les propositions d'amendement de la FMKR qui sont aussi téléchargeables sur le site, ce qui leur permet en fait d'interpeller directement les parlementaires, et ce qui nous aide beaucoup parce que ça veut dire que les parlementaires vont entendre parler des kinésithérapeutes non seulement de la part de la FMKR au niveau national, mais aussi de la part de kinés de terrain qui sont engagés dans leur département. Voilà, donc l'impact il est quand même assez fort. Et donc, idéalement, ce serait vraiment bien que les kinés puissent se saisir de cet outil et puissent contribuer à faire entendre la profession pendant ce PLFSS, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas les seuls à faire du lobbying, bien sûr, en ce moment. Il y a les fédérations hospitalières, il y a les syndicats des autres professions de santé, il y a les associations de malades, il y a bien sûr les labos pharmaceutiques, etc. Donc les parlementaires reçoivent énormément de sollicitations par rapport à ce PLFSS. C'est parfois un peu dur de se faire entendre, donc plus les kinés sont mobilisés vis-à-vis de leurs parlementaires de terrain, mieux c'est pour nous. Et parmi ces amendements qui sont proposés, donc pour revenir sur les revalorisations, ce qu'on demande au gouvernement, c'est raccourcir le calendrier des revalorisations pour 2026. Mais on a quand même prévu une solution entre guillemets de secours qui est assez incertaine, parce que jamais un amendement comme ça n'a été écrit, puisque auparavant il y
Il y a rarement eu des suspensions de revalorisation, mais on a prévu pour les parlementaires un amendement qui permet de sacraliser les dates des revalorisations de l'année 2026. Donc, en théorie, c'est un amendement qui ne crée pas de dépenses supplémentaires puisqu'il s'agit simplement de graver dans le marbre le calendrier tel qu'il est prévu. Maintenant, les services de l'Assemblée et du Sénat, ils sont très stricts sur les amendements, leur recevabilité, leur impact financier. Donc, c'est pas sûr qu'il soit validé, mais en tout cas, il y a cet amendement qui est prévu et qui fait partie des propositions d'amendement de la FMKR. Bien, merci Vincent pour ce décryptage. Mais de rien. Je ne manquerai pas de t'inviter à nouveau justement pour suivre cette actualité. On va essayer de tracer ça au plus près. Et puis donc à bientôt. Merci beaucoup, avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. La Médicale, un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans leurs besoins professionnels et privés. La Médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur 3 en France. Rassurant, non ? Des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés.